Enfin, le dernier thème que je voulais évoquer, c'était le problème mondialisation ou intégration régionale. Parce que bien souvent, on entend dire que la mondialisation est dangereuse, on le dit à tort pour les raisons que j'ai évoquées, et qu'il vaut mieux recourir à l'intégration régionale parce que, dit-on, dans l'intégration régionale, on peut avoir concurrence entre des producteurs qui sont dans des conditions à peu près équivalentes. Or, je crois, et puis par ailleurs, on nous dit souvent, avec l'exemple européen, on nous dit souvent, au lieu d'avoir une mondialisation sauvage, on a une ouverture qui est organisée à une échelle plus petite. Mondialisation sauvage, je ne comprends pas ce que ça veut dire, parce que la liberté n'est pas sauvage. Ce qui est sauvage, c'est l'absence de liberté. Mais bon, c'est l'expression qui est utilisée. Et j'ai suffisamment expliqué pourquoi j'étais en faveur de la mondialisation pour ne pas avoir à y revenir. L'intégration régionale, elle représente malgré tout une limitation de la liberté des échanges par rapport à la mondialisation. Elle repose donc sur cette idée qu'il y a une concurrence entre des gens qui sont dans des conditions à peu près semblables, mais précisément, j'ai souligné tout à l'heure que le grand mérite de la concurrence, c'est qu'elle était possible parce que justement les gens sont différents, qu'ils sont dans des conditions différentes et qu'ils aspirent à être différents. Il n'y a aucune raison de dire que la concurrence ne peut fonctionner bien que si les gens sont dans les mêmes conditions. Ça, c'est un petit peu la conséquence, malheureusement, de cette erreur intellectuelle qui vient de la théorie de la concurrence pure et parfaite, dans laquelle tous les producteurs utilisent la même technique dans les mêmes conditions et produisent le même bien au même prix, etc. C'est un modèle de référence qui est un modèle absurde, parce que ce n'est pas le modèle de la vie. Le modèle de la vie, c'est un modèle tout à fait différent. Justement, c'est un modèle où les gens essayent de se différencier. Donc, il y a une confusion qui est faite entre l'idée de concurrence elle-même et l'idée de l'harmonisation des conditions de concurrence qui, à mes yeux, n'est pas nécessaire, bien au contraire, puisque la différenciation est ce qui justifie l'échange et c'est ce qui est recherché par les individus. Quand je parle de ces problèmes, j'aime bien donner l'exemple suivant. Il faudrait peut-être que je l'adapte à l'Afrique, mais bon, permettez-moi de prendre des exemples européens. Il y a par exemple en Europe des producteurs de tomates dans le sud de l'Europe, en Espagne, dans le sud de la France, etc., qui utilisent les rayons gratuits du soleil. Et puis il y a aussi des producteurs de tomates en Hollande, par exemple, ils utilisent des serres avec du gaz naturel. Ils sont dans des conditions de production totalement différentes, n'est-ce pas? Mais ils arrivent à se concurrencer, à être les uns et les autres présents sur le marché, parce que précisément, chacun invente le meilleur processus de production. Si on voulait partir de l'idée que j'évoquais, selon laquelle l'intégration implique l'harmonisation des conditions de concurrence, on devrait dire c'est pas juste qu'il y en ait qui bénéficient des rayons du soleil gratuitement et d'autres qui sont obligés d'acheter leur gaz. Alors on va obliger les producteurs du Sud à mettre des toiles sur leurs plants de tomates pendant plusieurs heures par jour pour égaliser les conditions d'ensoleillement, n'est-ce pas, entre la Hollande et le sud de l'Europe. Ça paraît totalement absurde, ça paraîtrait absurde de le faire. Mais c'est pourtant ce qu'on fait en Europe tous les jours quand on prétend égaliser les fiscalités, les réglementations, les lois, etc., etc. C'est une absurdité. La concurrence, elle est bonne, elle est toujours bonne, elle est bonne dans tous les domaines, elle est bonne dans le domaine de la législation, de la réglementation, de la fiscalité, etc. Et c'est pourquoi, personnellement, j'ai toujours lutté contre une intégration européenne organisée qui tend à l'harmonisation, à la centralisation, qui tue les différences, qui tue les expériences, car il faut bien partir de ce fait que l'être humain, il est faillible, qu'il fait des erreurs, mais ce qui est important, c'est d'apprendre de ces erreurs, ou des erreurs d'autrui, n'est-ce pas? Et pour bien apprendre des erreurs, il faut expérimenter, et il faut un grand nombre d'expériences. Et plus il y a d'expériences, plus on apprend. Et c'est ça aussi la vertu de la concurrence, n'est-ce pas? Eh bien, ce qui est vrai pour des producteurs de produits, de services, c'est vrai aussi pour les États, ça devrait être vrai, et au lieu de chercher à harmoniser, il devrait au contraire chercher à se différencier. Donc je ne vois pas, bien au contraire, de bienfaits dans l'intégration régionale par rapport
à la mondialisation, dans la mesure où l'intégration régionale risque de créer une centralisation des processus de décision et une centralisation de l'interventionnisme économique. Je conclurai peut-être simplement en disant que je suis vraiment toujours surpris de voir que les idées en faveur du libre-échange sont si mal connues, si mal défendues, que le protectionnisme, la démondialisation soient à l'ordre du jour, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a là une vérité naturelle qui devrait vraiment inspirer tout le monde, et c'est étrange de voir comme les mauvaises idées, bien souvent, prennent le pas sur les bonnes idées. Je pense, par exemple, à cette anecdote. Vous avez peut-être entendu parler du prix Nobel d'économie Samuelson. Il raconte dans un article qu'un de ses amis mathématiciens lui avait demandé 30 ans auparavant, c'est beaucoup, hein, s'il existait en économie une proposition qui soit absolument vraie. Et Samuelson écrit: je n'ai pas pu lui répondre sur le moment, mais 30 ans après, je me dis que ce principe, c'est le principe de l'avantage comparatif, que les étudiants d'économie internationale connaissent bien, l'idée selon laquelle des pays se spécialisent en fonction de leurs avantages. Et ce que je trouve étonnant, c'est que Samuelson, d'une part, ait parlé de l'échange international et pas de l'échange interindividuel, qu'il n'ait pas tout simplement évoqué le principe de l'échange interindividuel, et qu'il ait mis 30 ans au lieu de mettre 3 secondes. Pour un prix Nobel, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Il me semble qu'un économiste devrait avoir ce réflexe. Est-ce qu'il y a une proposition qui est universellement valable? Le principe de l'échange entre individus. Parce que, comme je vous l'ai démontré, il est absolument incontournable et on ne peut pas démontrer qu'il est faux parce qu'il est nécessairement vrai. Donc, vous voyez, il y a là quand même une situation assez étrange, assez paradoxale. Comment se fait-il qu'une vérité de ce type puisse être tellement mise en doute, et tellement mise en doute dans les pratiques, dans les politiques? Nous en avons une explication par le fonctionnement du marché politique, mais je crois que c'est une raison de plus pour nous de militer pour la liberté des échanges, de ne pas avoir peur d'être un peu seul dans cette défense de la liberté des échanges contre beaucoup, contre tout le monde, et d'essayer peu à peu de faire passer cette vérité.